Bonjour, je suis donc Fatem Zahra Sbah, je suis enseignante en psychologie à la faculté des sciences sociales de l'université Oran 2. Je suis enseignante en psychologie clinique notamment. Et puis j'aimerais faire cette intervention sous le titre de le statut des femmes algériennes entre réalisation, freins et défis. Alors c'est trois moments importants, très importants. Simplement, chaque moment, que ce soit les réalisations, les freins socioculturels, culturels, etc., ainsi que les défis à relever pour l'avenir, ces trois moments importants, très importants. Simplement, pour ces trois moments, il s'agit de faire une série d'analyses, de recherches, de recueil de données pour pouvoir faire des recommandations. Quand on aborde la question des femmes et la question du statut des femmes dans une société donnée, le risque, c'est de s'éparpiller. Le risque, c'est de ne pas aller au fond des choses, que ce soit par pans successifs, c'est-à-dire que ce soit le juridique, le social, l'éducationnel, enfin, il faut aller au fond des choses. Les experts devraient avoir un regard assez pointu sur les différentes questions, de manière à ce que les propositions et les tentatives de lever les freins, les obstacles, etc., donnent de bons résultats. Alors sur la question du statut des femmes, permettez-moi, si vous le permettez, permettez-moi de vous rappeler la phrase célèbre maintenant d'une personne récemment disparue, qui est Gisèle Halimi, et qui disait la chose suivante: faire avancer la cause des femmes, la question des femmes, c'est faire avancer les sociétés. Et c'est très juste en fait. C'est pourquoi cette réflexion m'est venue à l'esprit, parce que ça faisait suite à un autre type de réflexion où je me suis rendu compte que dans beaucoup d'États maghrébins, africains notamment, la question des femmes, il n'y a qu'à voir les intitulés des différents ministères, la question des femmes était souvent liée au développement social. D'ailleurs, les différents ministères, à différents moments de leur à différentes époques, on parlait de ministère de la femme, de la famille, de la solidarité et du développement social. Alors c'est que intuitivement, entre guillemets, il y a bien un lien entre le développement social, le développement de cette société, bien sûr vers le positif, vers l'équilibre, et lié à la question des femmes. Donc voilà, donc c'est pour dire que quand même il y a un lien très fort et qu'on voit régulièrement sur la question des femmes et du statut des femmes, quel que soit le statut juridique, social, culturel, quel que soit le statut, et le développement d'une société. Alors sur la question, le premier point, sur la question des réalisations. Effectivement, les gouvernements successifs, et je parle de la société algérienne, sont amenés à proposer des avant-projets de loi, mettre en place des mécanismes, voter des lois, etc., sur la question des femmes, que ce soit, il est inutile de revenir, peut-être pas nécessaire de revenir sur toutes les lois qui ont été votées, mais on reviendra sur les principales, ont mis en place des mécanismes, ont mis en place un arsenal juridique, arsenal est peut-être trop dire, mais ils ont mis en place un cadre juridique pour pouvoir régler ou tenter de régler cette question du statut des femmes et de leur émancipation et de l'exercice de leurs pleins droits. Dans ce cadre juridique, à différents moments, il y a eu quand même une première avancée avec la loi sur la nationalité, c'est-à-dire que la femme algérienne peut donner à ses enfants, à son époux, la nationalité algérienne. Donc, c'est quand même un pas où on lui reconnaît son exercice plein et entier de la citoyenneté algérienne sur ce plan-là. Il y a eu, et à mon avis c'est les plus importants en ce qui nous concerne, c'est la loi sur le harcèlement au travail, le harcèlement, la violence contre les femmes notamment. Ça c'est important et c'est déjà long, extrêmement important. La loi également, on en a beaucoup parlé,
il y a quelques années sur la question de la parité, enfin sur la question de la représentativité des femmes dans les assemblées élues, etc., l'histoire des quotas. Bon, c'est pas suffisant, c'est évident, mais c'est quand même des premiers jalons où on laisse entendre que c'est possible. On laisse entendre qu'il faut continuer. Donc c'est ça qu'il faut retenir à mon avis. C'est que le gouvernement, et bien sûr les gouvernements successifs qui ont mis en place ces lois, ces décrets, ces mécanismes, la prise en charge des femmes violentées, etc., même si c'est pas parfait, il y a des choses à revoir, etc., mais il faut être conscient que c'est sous la pression de ONG nationales, peut-être même internationales, mais surtout nationales, qui ont fait un travail formidable, où ils ont fait des recueils de données, ils ont montré la nécessité de légiférer concernant la violence contre les femmes, de légiférer sur la question de la violence dans la sphère privée, la violence conjugale, etc. C'est sous la pression des associations féminines, non, mais des associations qui ont... elles se disent féminines, mais on reviendra sur ce terme qui est assez péjoratif, moi à mon avis, qui est assez réducteur. Et donc les gouvernements successifs ont fait cet effort-là, et aussi sous la pression de la scène internationale qui quand même a un droit de regard. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie a quand même ratifié et adhéré à un certain nombre de textes, et c'est important quand même de les relever, parce que c'est sur ces textes internationaux cet ancrage juridique justement, qu'on peut interpeller nos gouvernants. L'Algérie a quand même adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme en 63, en 96 à la Convention internationale de l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Elle a en 93 également adhéré à la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence contre les femmes, à la déclaration de Beijing, de Pékin en 95. En 2003, il y a eu le protocole additionnel à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Enfin, ça c'est pour dire que quand même, sur le plan international, l'Algérie a adhéré à un certain nombre de textes, c'est-à-dire qu'elle a signé, ratifié un certain nombre de textes pour lesquels elle se doit de mettre en conformité ses lois nationales avec ces lois internationales. Ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que les pays qui signent et ratifient un texte ont le devoir, devant la communauté internationale, de mettre en application et de conformer ces lois nationales avec ces textes internationaux. Alors, dans la législation nationale, comme je vous le disais, toujours conformément à ces textes, il y a eu la loi sur le harcèlement sexuel, il y a eu la reconnaissance du statut de victime du terrorisme aux femmes violées par les groupes terroristes à l'époque. Il y a eu un certain nombre de dispositions dont il ne faut absolument pas minimiser l'impact. Bien sûr, ce n'est qu'une partie du travail qui reste à faire, mais c'est quand même important. Je me permets, puisque nous sommes encore en 2020, de reprendre officiellement le programme 2015-2020 du gouvernement, qui se fixait comme objectif, je le rappelle, en concertation, alors ils le disent bien, en concertation avec la société civile, une nouvelle, je les cite, une nouvelle stratégie de promotion de la femme. Elle donnera le privilège à l'insertion dans les circuits économiques, intensifiera la lutte contre les violences faites aux femmes et comportera des dispositions pratiques pour faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales par la création de crèches, garderies et la généralisation du préscolaire. Je vous rappelle que c'est l'intervention du Premier ministre de l'époque lors de la présentation du plan d'action du gouvernement devant le Parlement en juin 2014. Et c'est le programme 2015-2020. Donc le gouvernement s'est engagé
à prendre en charge la question du préscolaire, puisqu'il y a eu la généralisation du préscolaire, même si ça pose problème dans certaines localités, mais il y a eu quand même la proposition de généraliser le préscolaire pour faciliter comme mesure d'accompagnement pour les femmes qui travaillent, etc. Pas uniquement, parce que même les femmes qui sont au foyer, qui n'ont pas d'emploi salarié, peuvent déposer leurs enfants à la crèche, avoir un moment à elles, etc. Mais c'est un axe du programme 2015-2020 du gouvernement algérien. Donc c'est quand même important à faire. Enfin, c'est important à connaître, c'est-à-dire que ça a quand même été pris en considération, ça a été énoncé à l'intérieur d'un programme national sur 5 ans, quinquennal. Alors, oui, vous me direz, bien sûr, il y a des lois, il y a des dispositions qui sont prises, il y a un certain nombre de choses qui sont réalisées. Par exemple, nous savons qu'il y a eu une première enquête nationale sur la question de la violence à l'égard des femmes en 2002-2003 par l'INSP, l'Institut national de santé publique. Les principaux résultats, très brièvement, sur 9000 femmes qui se sont présentées aux services sociaux de police, uniquement les femmes qui se sont présentées, pas celles qui ont été approchées par des médecins, des psychologues, etc. Celles qui ont fait la démarche de se présenter aux services sociaux, mais c'est surtout sanitaire, ou à la police pour avoir subi des violences. Alors 40% d'entre elles avaient enduré la violence de leur mari, de leur époux, de leur conjoint, 16,2% dans l'entourage, leurs voisins, etc., 8,6% d'inconnus et 7,9% de connaissances, c'est-à-dire soit des copains de lycée, soit des petits copains, soit voilà. Donc en gros, on voit bien que les 40% de ces femmes violentées l'ont été par une personne extrêmement proche qui est leur conjoint. La plupart du temps, l'enquête le dit aussi, dans le domicile conjugal. Donc c'est pas uniquement dans la rue, uniquement le fait d'inconnus, etc. C'est dans le domicile conjugal, c'est quand même 40%. En 2007-2008, une autre enquête, c'est l'enquête nationale de prévalence de la violence à l'égard des femmes, à laquelle j'ai participé. Alors c'était la première à l'époque, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Pour rappel, je me permets de vous dire que le Maroc, nos voisins Maroc et Tunisie l'ont réalisé après les résultats de l'enquête algérienne. La Jordanie au Moyen-Orient a commencé, et comme il y a eu trop de crimes d'honneur, etc., donc pour des raisons qui leur sont propres, ils ont décidé d'arrêter l'enquête, mais c'était la première qui a été réalisée et qui est arrivée aux résultats que nous avions d'ailleurs présentés à l'époque sur les 2043 femmes âgées entre 19 et 64 ans. Nous avions couvert 11 wilayas, 28 communes, etc. Enfin, ça, c'est les détails de l'enquête. Alors, 54, on retrouve la proportion des femmes mariées, 54% des femmes interrogées sont mariées, un tiers sont célibataires. Elle a fait ressortir qu'une femme sur 10 a subi des violences physiques et 2 femmes sur 10 subissent des violences verbales. Alors, ainsi, 16% des femmes interrogées ont déclaré des violences physiques dans le couple. Voilà. Déjà, le taux de violence dans les espaces publics en Algérie est de 6%, à l'époque était de 6%. Et dans l'espace privé, il était plus important. Donc on voit bien que, et même 10% des femmes violentées dans l'espace privé, 10,9%, presque 11%, parlent déjà de rapports sexuels forcés, pratiquement de viol conjugal. Donc déjà, c'est indiqué. Les femmes en parlent, en ont parlé en tout cas. L'enquête révèle aussi que la fratrie est le principal auteur des violences dans la famille. Un des principaux auteurs, puisque nous voyons aussi que l'époux...
Alors, suite à cela, suite à cette enquête, suite à l'enquête de l'ENSP, à l'enquête nationale de prévalence à l'égard de la violence contre les femmes, il y a une série de mesures qui avaient à l'époque été prises. Certaines continuent actuellement et ce serait intéressant de savoir ce qu'il en est. Alors, permettez-moi de dire à ce niveau, au niveau des réalisations et les problèmes qui se posent quand on met en place des mesures, quand on met en place des politiques publiques, quand on met en place des plans d'action, etc. Malheureusement, ça il faut le dire et il faut nécessairement y remédier. On ne pense pas souvent à l'évaluation de ces politiques publiques, qui généralement sont étalées sur 4 ans, 5 ans. Il n'y a pratiquement pas d'évaluation à mi-parcours, au bout de 6 mois, 1 an. On ne fait pas d'évaluation. On fait le programme et puis on accumule les problèmes et on laisse les choses aller sans vraiment évaluer. Alors qu'est-ce que ça veut dire évaluer? C'est-à-dire revoir ce qui a été réalisé, à quel pourcentage ça a été réalisé, si ça n'a pas été réalisé, pourquoi, lever les freins, changer, amender. Enfin, donc on évalue pour ça, l'évaluation en cours de programme. Il s'agit, ça aussi c'est quelque chose qui gêne énormément les politiques publiques dans notre société. Alors, il y a eu aussi régulièrement maintenant les chiffres de la Direction générale de la Sûreté nationale sur les violences à l'égard des femmes. Donc c'est important de les étudier, de les analyser. Il ne suffit pas de dire que chaque année, il y a, en 2013 par exemple, il y avait 7010 femmes au niveau national qui ont déposé plainte. Sur les 7010 femmes qui ont déposé plainte, il faut vraiment détailler quelle catégorie d'âge, par qui elles ont été violentées, à quel moment. Enfin, il faut vraiment aller dans le détail pour justement pouvoir appliquer des politiques publiques qui prendraient en charge le phénomène. Alors, bien sûr, il y a eu en 2010 aussi, si je me rappelle bien, une publication d'un répertoire national des intervenants qui œuvrent dans le domaine de la lutte de la violence à l'égard des femmes. Ça, c'est important qu'il soit public, ce répertoire. Pourquoi? Parce que les intervenants sociaux, on devrait pouvoir orienter ces femmes vers d'autres secteurs, surtout si elles sont à la rue, si elles ont des enfants en bas âge, si elles ne travaillent pas. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faudrait revoir ce répertoire, l'actualiser et le mettre à la disposition de tous, lui donner de la visibilité, etc. Tout ça, c'est important. Et il y a eu, alors pour être honnête, il y a eu des mécanismes et des instruments, comme je l'ai dit, qui ont été mis en place, dont notamment, tout simplement, en 2002, la création du ministère délégué chargé de la famille et de la condition féminine. C'est la dénomination officielle, c'est ça, hein, c'est-à-dire que ministère délégué chargé de la famille d'abord, c'est la famille d'abord, et ensuite la condition féminine. Mais malèche, il y a la condition féminine, donc c'est un ministère qui était chargé de la condition des femmes. En 2006, il y a eu la création du Conseil national de la famille et de la femme, toujours, on commence par la famille, de la famille et ensuite accessoirement de la femme. Bon, je provoque un peu, mais on commence par la famille, ensuite c'est la femme. Donc j'ai eu moi-même l'occasion pendant 2 et 3 ans, c'est-à-dire j'ai été vice-présidente de ce conseil, présidente de ce conseil national. On a fait ce qu'on a pu, avec les moyens qu'on a pu, avec les restrictions Bon, je ne peux pas dire qu'on nous imposait. Il faut être honnête. J'ai travaillé, on a fait notre programme. Notre programme a généralement été toujours accepté. On a essayé de faire le lien entre le ministère à l'époque de la solidarité, de la famille, de la condition de la femme et les différentes composantes de la société civile, de faire une espèce de passerelle entre les deux pour pouvoir mettre en place et appliquer les politiques publiques toujours dans le sens du développement du statut des femmes et voir quels sont les freins justement pour pouvoir y remédier. C'était une expérience qui était importante, à mon avis elle est importante. Simplement, comme elle est placée, le conseil est placé sous la tutelle d'un ministère qui est celui
de la famille, de la solidarité, etc., il n'a pas très souvent les coups des franches, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rivalité entre, si on ne fait pas attention, bien entendu, entre ce conseil et ce ministère. À mon avis, il devrait être autonome, totalement autonome, non pas ou alors sous l'égide du Premier ministère, de manière à pouvoir travailler sans se tirer dans les pattes les uns les autres. Je veux dire que c'est assez important parce que dès qu'on est placé sous tutelle d'un ministère, on est gêné aux entournures. En 2008, il y a eu l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, à laquelle nous avons participé également en tant que chercheurs. Alors, la stratégie s'est étalée sur quinquennale, je crois, sur 4 ou 5 ans, une série de mesures, mais bien entendu, toujours le problème de l'évaluation. On ne sait pas exactement quels sont les freins à la mise en place de cette stratégie. Il y avait un manque de communication et d'information. On disait que dans la presse, etc., une stratégie est mise en place, mais exactement ce qu'il en retournait dans le détail, la population n'était pas très au fait, à part les chercheurs, les gens qui sont directement concernés. Je suis sûre que beaucoup d'associations s'occupant des droits des femmes je les ai contactés à l'époque, n'étaient pas très au courant de cette stratégie. Là aussi, il faut dire ce qu'il en est. C'est-à-dire que souvent, on accueille ce genre je parle de la société civile, ce genre de stratégie élaborée à un niveau gouvernemental, un peu avec suspicion, parce que justement, on pense qu'on n'y a pas été associé, qu'on n'a pas dit son mot, etc. Mais je peux vous assurer que cette stratégie, notamment à laquelle, cette élaboration et cette stratégie de 2008, j'y ai participé, ils ont fait appel aux chercheurs, ils ont pris en compte les données justement de l'enquête sur la violence à l'égard des femmes, de l'enquête de l'INSP, etc. Mais cette stratégie, elle a été. Il y a certains objectifs qui ont été atteints. Qui ont été atteints. Je veux dire qu'on a parlé de création de foyers pour les femmes battues. Il y en a certains qui ont été mis sur pied, même si dans leur fonctionnement ils posent quand même problème, mais ils ont été quand même mis sur pied. Il y a eu la création en 2010 aussi du Centre national d'études, d'information et de documentation sur la famille. D'abord, la femme et l'enfance. Donc c'est très important le découpage. D'abord la famille, ensuite la femme, ensuite l'enfance. Encore heureux qu'on n'ait pas placé l'enfance avant la femme. Mais il y a eu quand même la création nationale de ce centre d'études, mais la création du Centre national d'études, et de documentation, mais qui est au courant de la création de ce centre? Qui y travaille? Qui fait quoi? Quelles sont les études menées dans ce centre? On n'en sait rien. Donc ça vraiment, ça pose problème, parce que c'est de l'argent qui part pour rien, c'est des instances qui existent mais qui sont vides. Ça c'est un problème, ça c'est un véritable problème. Il y a eu aussi en 2013 l'installation de la commission de suivi de la stratégie de lutte contre la violence à l'égard des femmes. En 2013, ils se sont sûrement rendus compte qu'il fallait suivre le programme et voir ce qu'il en est. Mais là encore, on parle d'installation de la commission. Mais quel est le travail de cette commission? Quelles sont ses analyses? Quelles sont ses recommandations? À quoi elle est arrivée? On ne sait pas. Et ça, et c'est pas faute d'avoir cherché, je vous assure. C'est difficile d'arriver à... Il y a eu aussi, ça c'était un moment important, il y a eu la création du fonds de pension alimentaire pour les femmes divorcées. À l'époque, c'était 1 milliard de dinars qui avait été alloué. Ça aussi, c'était quelque chose de très positif. C'est-à-dire que les femmes divorcées, dont l'ex-mari ne payait pas la pension alimentaire, l'État lui versait cette pension alimentaire, quitte par la suite à poursuivre le mari pour récupérer son argent, enfin pour que l'État récupère son argent. Mais dans les faits, c'était un autre problème. Et là, on va arriver au frein, justement, de ces... Dans les faits, dans la réalité, c'est autre chose. C'est-à-dire que la femme, on lui disait non, attends,
on ne sait pas. Le fond, les gens n'étaient pas au courant, enfin les personnes concernées n'étaient pas au courant. On ne sait pas très bien comment ça fonctionnait. Il n'y avait pas assez d'informations, y compris les juges, puisque c'est eux qui décidaient, n'étaient pas très informés. Est-ce que ce fonds était disponible au niveau de chaque wilaya, au niveau du ministère? On ne sait pas, au niveau des tribunaux. On ne sait pas très bien comment ça fonctionnait. Et jusqu'à présent, on ne sait pas. Les femmes, jusqu'à présent, la majorité des femmes divorcées, je crois que je peux dire la majorité des femmes divorcées, peinent à obtenir l'allocation pour les enfants de leur mari et même de l'État, puisque l'État s'est engagé à subvenir à leurs besoins, aux besoins des enfants divorcés, en attendant que le mari paye son dû. Donc jusqu'à présent, on vit, malgré la création de ce fonds de pension alimentaire, on vit encore avec ce problème. Alors à quoi ça sert cette création de fonds et où sont ces fonds? Il y a eu aussi toute une panoplie de structures et de dispositifs d'écoute mises en place par les directions de l'action sociale et de la solidarité, les cellules de proximité, le SAMU social. Il y a eu les 2 centres d'accueil dédiés aux femmes vulnérables, dont les femmes victimes de violences, je crois à Tipaza et à Mostaganem notamment. Mais là aussi, et là on va parler des freins, là aussi ça pose problème. C'est bien de créer des centres où les femmes puissent s'abriter en étant à la rue ou dans un domicile familial, conjugal, violent, etc. Oui, bien sûr. Mais après, qui les prend en charge? Est-ce que le personnel est formé pour ça? Comment sont traités les enfants quand elle arrive avec ses enfants? Est-ce qu'ils continuent à être scolarisés? Est-ce qu'elle est prise en charge sur le plan psychologique par un personnel formé? Attention, par un personnel formé qui lui proposerait un autre, enfin, verrait avec elle un projet de vie, qui ferait avec elle les démarches nécessaires pour le divorce, pour l'obtention d'un logement, etc. Il ne suffit pas de sortir les femmes de leur logement, de leur famille, de leur foyer conjugal et de les mettre dans un autre espace géographique sans rien faire, en disant on l'a soustrait à la violence, mais elle sera soumise à un autre type de violence économique, sociale, puisqu'elle aura quitté son foyer, son mari, sa famille, etc., pour cause de violence. Donc c'est bien de mettre en place tout ça, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Ensuite, les cellules d'écoute, oui, bien sûr. Les numéros gratuits, oui, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Les cellules d'écoute doivent être dynamisées, doivent être mises en place et entretenues, non, mais celles qui font de l'écoute, les psychologues qui font de l'écoute doivent être formés. C'est pas évident, c'est pas venir écouter les gens et lui dire الصبري ولا احنا خرجناك من الدار maintenant tu te débrouilles. L'écoute c'est pas ça. L'écoute c'est extrêmement important et c'est une technique en psychologie clinique. C'est pas écouter. La voisine écoute, la grand-mère écoute, la mère écoute, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. L'écoute en psychologie clinique, dans la dynamique de groupe, dans l'écoute en thérapie, etc., c'est pas du tout la même chose. On écoute la personne pour pouvoir redémarrer avec elle. Les propositions doivent venir d'elle en considérant tout ce qui l'entoure, etc. Donc c'est vraiment une formation qu'il faut assurer aux psychologues, une formation sur l'écoute et la prise en charge thérapeutique de ces femmes qui arrivent complètement cassées, complètement angoissées, etc. Alors, la société civile, bien sûr, bon, il y a aussi la question des syndicats. Il faut quand même souligner qu'il y a une cellule d'écoute qui a disparu maintenant des femmes travailleuses au sein de l'UGTA à l'époque. Ça aussi, c'est important. Les femmes travailleuses ont leurs particularités, leurs problèmes au sein des entreprises. C'est bien, l'idée était excellente, mais elle n'a malheureusement pas fait long feu, et ça, c'est dommage. C'est dommage. Et pourtant, il y a des femmes. Il y avait des femmes dans les syndicats à l'UGTA, il y avait des femmes. Mais ça, il faut le dire, grâce à 2 ou 3 femmes au sein de l'UGTA, qui à l'époque avaient à cœur, et je crois qu'elles l'ont toujours à cœur, la question des femmes dans les entreprises, du statut des femmes dans les entreprises. Elles avaient mis en place cette cellule d'écoute pour les femmes travailleuses qui n'a pas vraiment duré malheureusement.
Alors la société civile, bien sûr qu'elle s'est mobilisée autour de la violence faite aux femmes à travers un plaidoyer qui déjà depuis les années 90 euh, avait commencé à mettre en place des cellules d'écoute, de conseil, d'accueil. Moi-même, j'étais psychologue dans une association où on recevait les femmes violentées, enfin toutes les femmes en fait, hein, mais aussi celles des victimes de violences, où il y avait une assistance juridique. Bon, les femmes venaient, beaucoup, beaucoup. On s'était installé dans des quartiers dits populaires. Les femmes venaient, elles venaient pour leurs propres problèmes, pour le problème des enfants et même pour le problème de leur mari. C'est-à-dire qu'elles venaient exposer les problèmes de la famille et on avait du mal à, enfin moi en tout cas personnellement, à lui dire oui mais toi aussi tu es importante et voilà, donc on essayait d'avancer avec elle comme ça et on faisait des dynamiques de groupe et ça marchait très très bien. C'était pas des femmes, la plupart, hein, la plupart, c'était pas des femmes instruites, universitaires, c'était des femmes au foyer qui venaient régulièrement dans une maison de jeunes. On avait réinvesti une maison de jeunes, voilà, on avait été aidé par le directeur à l'époque qui a ouvert ses portes à ses femmes, à ses enfants et on avait des groupes de travail comme ça extrêmement intéressants. Et bon, là, les femmes algériennes ont quand même participé quand même assez activement aux initiatives internationales autour de la prévention, de la lutte contre les violences, pour effectivement arriver à une prise en charge effective des femmes violentées. La société civile aussi a produit beaucoup de données. Beaucoup de données. Il y a des centres d'études et de recherche, je pense notamment au CIDEF, je pense notamment à des associations comme FALD, comme beaucoup d'associations comme SOS Femmes en détresse, comme, enfin je ne peux pas les citer toutes, mais c'est quand même important d'avoir des données, de reproduire et de donner de la visibilité à ces femmes violentées, à ces femmes qui sont, disons mal dans leur statut de femme, qui pourraient justement évoluer autrement. Donc ces femmes qui n'ont pas accès aux médias, qui n'ont pas accès à la recherche, entre guillemets, c'est-à-dire elles ne peuvent pas faire des recherches sur leurs conditions, donc elles sont aidées par les femmes chercheurs, par les femmes et les hommes, il faut être honnête, il n'y a pas que les femmes qui s'intéressent à la question des conditions et du statut de la femme. Je crois qu'il est important d'unir toutes les compétences. Et de dresser une espèce de liste des priorités. Ou alors, si ce n'est pas une liste des priorités, c'est qu'il est nécessaire et urgent de travailler par secteur, c'est-à-dire par thème. Il y a bien sûr la violence à l'égard des femmes, mais la violence à l'égard des femmes, énoncée de cette manière, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, bien sûr, quel type de violence? Il n'y a pas que la violence physique, la violence psychologique, les rapports sexuels forcés, etc. Donc, les formes de violence, les différentes formes, la violence économique, un mari qui sort en jetant 100 dinars à sa femme pour la journée, ou en la privant de son salaire, etc. Donc, il y a un sérieux travail à faire là-dessus. Ensuite, ça c'est pour les violences. Les femmes, c'est quoi les femmes? Les femmes. C'est ce terme générique comme ça il faut le décliner. Les femmes, il y a les filles, de la violence exercée envers l'enfant fille. Il y a envers les adolescentes, ce qui n'est pas pareil, elles ne se manifestent pas de la même manière, c'est pas tout dans le même pot, c'est très 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 différent. Et il y a la violence, bien sûr, des femmes au quotidien, dans la rue, dans le foyer, au travail, etc. Donc tout ça doit se décliner, tout ça doit faire des segments sur lesquels on devrait se pencher de manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus fine. Les analyses devraient être beaucoup plus fines. Quand on répète, et ça c'est la psychologue qui parle, quand dans une société on répète constamment la violence à l'égard des femmes, il y a une espèce de lassitude qui s'instaure
chez ceux qui reçoivent ce message. Parce qu'on se dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est dans le domaine privé, on ne peut pas intervenir, et puis il y en a marre, on ne nous parle que de ça. Non, mais si on parlait de la violence exercée sur les petites filles, par exemple, hein, des petites filles sont battues, des petites filles sont exploitées dans des maisons. Hein, pour faire le ménage, pour garder des petits-enfants plus petits, c'est-à-dire 10 ans, elle garde un enfant de 2 ans, 1 an, forcé pendant toute la journée. Elle fait des travaux ménagers qui ne sont pas du tout en adéquation avec son âge. Bon, les adolescentes, c'est aussi un autre type de problème. Les relations entre les filles et les garçons. Enfin, tous ces problèmes-là qu'il faudra disséquer. C'est-à-dire que ne pas englober tout ça dans les violences à l'égard des femmes sans vraiment aller au fond des choses. Il y a une violence extrême, des fois dans nos établissements, que j'ai constaté moi-même. J'ai demandé un jour à une jeune enseignante, j'avais constaté que dans la classe qu'elle animait, il y avait un garçon et une fille. À chaque table, elle mettait un garçon, une fille, un garçon, une fille. Donc, moi, ça m'a étonnée. Je lui ai dit, mais comment ça se passe? Est-ce qu'ils changent de place comme ils veulent? Est-ce que c'est eux qui ont choisi ça? Elle me dit, non, 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 non. Moi, j'ai mis un garçon, une fille, tout simplement parce qu'ils ne se parlent pas. Quand je mets 2 garçons ensemble ou 2 filles ensemble, ils parlent et ils parlent, elles parlent. Mais quand je mets un garçon à côté d'une fille, ils ne parlent pas. Donc, je suis tranquille. Mais vous vous rendez compte de la violence? C'est-à-dire que quand tu es à côté d'un garçon, tu ne lui parles pas. C'est l'ennemi. Et si tu parles, tu es indexé. On te montre du doigt si tu lui parles. Enfin, la petite fille, mais aussi le petit garçon. Hein. Donc, ça, c'est une violence. Ça, c'est une violence. Quand on demande à des petites filles, c'est vrai, j'ai l'air de... Mais c'est une violence dans le développement psychologique et affectif de cet enfant. Quand on demande dans certaines écoles, bien sûr, pas partout, mais c'est quand même des violences vécues par nos enfants. Quand on demande dans certaines écoles, au moment de la récréation, on dit aux petites filles, mettez-vous le long du mur, parce que les garçons vont courir, vont jouer, ils vont vous faire tomber. Donc vous poussez-vous et laissez toute la cour pour les garçons pour qu'ils puissent se défouler. Mais c'est quoi ça? C'est pas une violence? C'est pas une violence? Bien sûr que c'est une violence. Et beaucoup de petites filles, certaines, peut-être qu'elles n'auront pas de répercussions, tant mieux. Mais beaucoup de petites filles vivent ça comme une violence, etc., etc. Les exemples peuvent être multipliés à l'infini. Ça, c'est des violences contre les filles. Quand une petite fille rentre chez elle et qu'on lui dit non, tu viens, tu vas m'aider ça, tu vas faire ceci, et tais-toi, il me parle, c'est des violences. Donc, ne restons pas dans le côté... générique comme ça, violence contre les femmes qui se font battre, c'est dramatique, bien sûr, je ne minimise pas, qui se font battre par leur époux, qui se font, bien sûr, mais il faut aller au fond, il faut bien mettre à plat tout ce que peut vivre une femme, mais aussi un citoyen en tant que fait violent. Bon, là on est dans le domaine des femmes, mais aussi les citoyens en tant que fait violent. Ça, c'est extrêmement important de pouvoir analyser tout ça et ne pas se contenter de... parce que sinon, c'est très facile. On va nous dire, oui, vous vous intéressez à ça parce que ailleurs, on s'intéresse à ça, donc vous faites la même chose. Pas question. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je crois que très tôt, en Algérie, nos grands-mères se sont élevées contre... Certaines de nos grands-mères se sont élevées contre les violences à l'égard des femmes. Certaines de nos grands-mères. Donc chacune a dans sa famille des histoires comme ça où on voit la grand-mère s'élever contre certaines formes de violence. On voit des grands-mères qui n'étaient pas d'accord avec leur fils parce qu'il arrêtait sa fille, la privée de scolarité ou voulait la forcer à se marier, etc. Donc c'est quand même, ça aussi c'est une violence. Donc, et aussi il y a une forme de violence, c'est dans la rédaction des articles. Il faut faire extrêmement attention à ça. Je reviens un peu au juridique où, par exemple, vous savez, j'ai été, au niveau de l'Union africaine, experte concernant les droits de l'enfant. On était 11 experts de différents pays africains, donc moi j'étais
membre de ce comité, et on avait la campagne contre le mariage des enfants en Afrique. Et pendant 2 ans, suite à ça, j'ai été rapporteur spécial sur la question du mariage des enfants en Afrique. Vous savez que en Afrique, tous les pays africains, tous, peut-être un ou deux, mais tous les pays africains ont une loi qui empêche, qui interdit, pas empêche, qui interdit le mariage des enfants. Tous les articles sont rédigés de la manière suivante. Le mariage des enfants, alors un enfant c'est quoi? C'est toute personne de moins de 18 ans. On a signé la Convention des droits de l'enfant de Genève, la Convention internationale des droits de l'enfant, et on a signé la Charte africaine, signé et ratifié la Charte africaine des droits de l'enfant au niveau de l'Union africaine. Donc, on est tenu de respecter la définition de l'enfant. L'enfant, c'est toute personne de moins de 18 ans. Alors, les lois, comment c'est rédigé? C'est le mariage des enfants de moins de 18 ans est interdit, virgule, sauf si. Non, sauf si. Chez nous, en Algérie, c'est comme ça. Et c'est interdit, mais sur décision des juges, et si la situation le demande, etc., un enfant, c'est-à-dire moins de 18 ans, peut être marié s'il y a autorisation du juge. En tant que chercheur, j'ai essayé d'aller, de me rapprocher du ministère de la Justice pour savoir quelles sont les statistiques. Combien de juges à travers le territoire national ont autorisé le mariage d'un enfant, fille ou garçon, de moins de 18 ans, c'est-à-dire 16, 17, voilà. Impossible d'avoir le chiffre, impossible. Qui me dit que ce chiffre n'est pas en augmentation depuis l'application de la loi? Parce qu'en Algérie, moins de 19 ans, mariage est interdit. Pour toute personne de moins de 19 ans. Toute personne, hein, fille ou garçon. Ça, c'est extrêmement égalitaire, c'est très bien. Toute personne de moins de 19 ans, interdit de se marier. Sauf si le juge, etc., etc. Alors, écoutez bien, sauf le Tchad a dit, mariage de moins de 18 ans, interdit, point. Voilà. Tous les autres, c'est oui, mais sur décision de justice, etc., sauf si la citation, etc., etc. Dans notre société, peut-être pas, enfin, aussi dans les grandes villes, mais moins apparent, dans les petits villages, dans les petites villes de l'intérieur, qu'est-ce qui empêche un père d'aller voir un juge et de lui dire, ma fille a 15 ans et demi, 16 ans, je préfère la marier à son cousin parce qu'elle a un comportement qui n'est pas très, etc., etc. Le juge va lui dire oui. Oui, bien sûr, tu agis comme ça pour le bien de ta fille, bien sûr qu'on va la marier. Et c'est pour ça que le chiffre du ministère de la Justice, il faut que la justice nous dise si le mariage des enfants actuellement est en progression, est stable, est en régression. Il faut qu'on sache, pour voir si vraiment, bon, je vous rassure tout de suite, l'Algérie est quand même, le taux du mariage des enfants est très très bas, autour de 1%, enfin, c'est pas très significatif par rapport au Niger par exemple qui est de 76%, au Mali qui était autour de 80%, donc oui, effectivement, en Algérie, c'est pas, ne serait-ce que nos voisins, surtout de l'Ouest, le taux est beaucoup plus élevé que chez nous, mais ce chiffre, ces statistiques du ministère de la Justice, combien de mariages d'enfants ont été autorisés chaque année, ça c'est important à voir en tant que chercheur. C'est pour ça les rédactions de textes, il faut évaluer, revoir, faire des recommandations, etc. Parce que, et la dernière loi sur le pardon, ça aussi, c'est une seconde violence, c'est-à-dire que non seulement elle est violentée, frappée, humiliée, etc., mais en plus elle doit lui pardonner, c'est-à-dire que quand la famille intervient, quand lui demande pardon, on arrête toute procédure. Mais c'est quoi ça? On mélange deux choses, on est dans le social et l'affect, le pardon, et l'autre c'est le juridique, c'est tu as commis un acte répréhensible qui est puni par la loi, tu payes, il n'y a pas de pardon. C'est comme si on volait un magasin et puis le type dit non, ou qu'on agressait quelqu'un comme ça dans la rue et puis on dit non, l'État poursuit. L'État, même si la personne dit moi je porte pas plainte, l'État poursuit parce qu'il y a violation de la loi. Enfin, les juristes le diraient mieux que moi à ce propos. Donc voilà, c'est-à-dire que ça aussi c'est des violences à lesquelles on ne... Enfin
il y a une série de... Au lieu d'avoir des mesures comme ça plus généralisées, il y a des mesures plus fines à mettre en place, à prendre. La question aussi, j'y reviens parce que je l'ai oublié tout à l'heure avec les centres d'études et d'accueil et les numéros de téléphone gratuits. Parfait, numéro de téléphone gratuit, mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? J'appelle un numéro de téléphone quand je peux, en plus, parce que il faut appeler sur un fixe, pas sur un portable, enfin bref. Donc j'appelle un numéro de téléphone. Oui, mais il est minuit. C'est quoi la suite? On vient me chercher, on m'envoie à la police. C'est quoi la suite? Quel est le dispositif dans son intégralité? Je suis violentée, j'appelle à ce numéro. On va me dire attendez demain 8 heures. On va me dire oui, on peut venir vous chercher, mais il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de voiture. La police refuse de venir vous sortir de chez vous. Voilà, il faut une véritable coordination entre tous les différents secteurs, police, gendarmerie, affaires sociales, etc. Il faut une coordination entre tout ça. On ne peut pas... Il y en a qui jouent le jeu, c'est-à-dire le centre va répondre au téléphone et puis la police va dire non, moi minuit elle est chez elle, moi je ne peux pas y aller. Ou alors son fonctionnement en tant que corps de sécurité l'empêche d'aller dans un domicile, de frapper et de dire je viens chercher votre épouse. Donc il faut mettre en place des mesures beaucoup plus concrètes et dans leur intégralité. Pas faire des effets d'annonce. Voilà, on a un numéro de téléphone, vous pouvez appeler. Ouais, mais c'est pas suffisant. Pas suffisant. Elles vont être 100, 200, 300 à appeler, et puis ensuite on va voir que c'est inefficace, on n'appelle plus. Non, une mesure doit être adoptée par différents secteurs. Chaque secteur doit vraiment mettre en place ce qui le concerne pour pouvoir apporter un service plus efficace et plus complet à la personne qui demande de l'aide quand elle est agressée. Donc voilà, c'est tout ça auquel il faudrait beaucoup réfléchir. Alors bien sûr, il y a des recommandations. Une des premières, c'est concernant, moi à mon avis, elles vont s'articuler autour de 4 grands axes qui sont la formation, l'éducation, l'information, ça c'est évident. Ensuite, comment la prise en charge, comment elle doit se faire, la prise en charge des femmes violentées. Améliorer la législation, ça c'est indubitable. Et un aspect qu'on ne relève pas souvent, c'est améliorer la recherche académique. Il faut passer par là. On peut pas dire, on peut pas mettre en place une politique publique si on n'a pas des données sérieuses sur lesquelles on s'appuie pour faire cette... Alors dans la formation, l'éducation, l'information, on ne peut plus faire l'économie de l'éducation sexuelle. On ne peut plus faire l'économie de ne pas le faire et de se dire, bon, ils sauront intuitivement, ils apprendront intuitivement. Ça, c'est plus possible. Il faut intégrer dans le système éducatif pour que les hommes et les femmes de ce pays se respectent, qu'ils apprennent à se connaître l'un l'autre, à respecter les besoins des uns des autres, etc. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais il le faut. Développer l'éducation sexuelle, ce n'est pas... apprendre aux jeunes à faire l'amour, qu'on s'entende bien. C'est tout simplement comment fonctionnent les femmes, comment fonctionnent les hommes, qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui les rassemble, c'est quoi une tempête hormonale à l'adolescence, pourquoi je me regarde souvent quand je suis adolescent et le physique est plus important que tout. Enfin, c'est ce questionnement qu'il faudra un jour inclure dans le système éducatif de nos enfants. Informer, bien sûr, quand il y a des dispositifs, quand il y a des... Ça ne suffit pas la presse, ça ne suffit pas le journal télévisé. Il faut informer, passer dans les quartiers, discuter avec les gens. Vraiment, il faut que les gens soient au courant du moindre détail pour pouvoir... Et chacun à son niveau. Les universitaires, on leur donne un type d'information, les femmes au foyer un autre type d'information, par le biais des associations, par le biais des maisons de jeunes, par le biais, etc. Il faut informer. L'information est capitale si on veut qu'une politique publique soit
soient mises en place, réussissent, soient mises en place et réussissent. Il faut absolument informer et gagner, faire en sorte que les gens adhèrent à cette politique publique. Ne pas avoir peur de rectifier si on voit qu'on s'est trompé, que ça ne porte pas les fruits. C'est pas un texte sacré. Il faut apprendre à réviser ce qu'on a proposé parce que les retombées sont telles que, etc. Surtout avec ce qu'on vient de vivre, la pandémie, avec la profusion des réseaux sociaux, avec les choses doivent changer. Ce n'est plus le NTV qui donne l'information uniquement. On doit vraiment changer de mode de communication, d'information, d'écoute de ce que proposent les autres, etc. Alors, pour le deuxième point, concernant la prise en charge des femmes violentées, bien sûr qu'il faut un soutien et un accompagnement de la femme dans les démarches qu'elle peut entreprendre. Il n'est pas question de lui dire ce qu'elle a à faire, mais de l'accompagner dans les décisions qu'elle prend. C'est elle qui prend les décisions. Personne ne les prend à sa place. Et c'est ça la formation qu'on devrait donner à nos psychologues, nos sociologues, au niveau des associations, etc. C'est pas de lui dire il est en train de te battre, tu dois divorcer. C'est pas la prise de décision de l'intervenant, mais c'est la femme violentée qui doit prendre cette décision en fonction de cette situation, en prenant cette décision à quoi à quoi elle va s'attendre, etc. Et tout expliquer. On est là pour lui expliquer la loi, pour les problèmes à la réalisation de ce qu'elle veut, les problèmes qui peuvent se poser à la réalisation de ce qu'elle veut entreprendre. Ne pas négliger non plus le poids des familles, le poids moral, le poids culpabilisant des familles. Tes enfants sont petits ou sont grands, comment tu vas faire, il vaut mieux supporter. Comment opposer un contre-discours? Pourquoi ne pas faire des dynamiques familiales? Pourquoi ne pas s'intéresser à la famille? Donc c'est extrêmement complexe, hein. Il ne faut pas croire que... Mais la femme, en l'écoutant, la femme violentée, en l'écoutant, en lui disant voilà ce qui existe, comme arsenal juridique, comme disposition, voilà ce que tu peux, voilà. On peut lui apporter une aide et un soutien, une assistance efficace. Par l'intégration socio-professionnelle, c'est essentiel pour aider cette femme à se reconstruire à nouveau. Comment élaborer un projet de vie? Vous avez vu avec la pandémie? Moi je vois sur les réseaux sociaux des tas de jeunes filles, parce qu'elles sont jeunes filles, hein, c'est surtout des filles, parce qu'elles sont restées chez elles à la maison et parce qu'elles ont un plaisir quelconque à faire des robes, à faire de la couture, à faire des petits bracelets, à faire des petits colliers. Elles se sont mis un véritable entrepreneuriat. Parce qu'elles étaient à la maison, pratiquement H24, avec le confinement, et maintenant elles se sont lancées, il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux. Elles vendent leurs produits, et elles le vendent même très bien, et c'est à encourager. Pas au détriment de leur scolarité, mais c'est à encourager. Donc tout ça, c'est nécessaire, Bien sûr que les centres, pour en revenir aux centres d'accueil, sont nécessaires quand la personne n'a pas où aller, mais avec les mesures d'accompagnement adéquates. Il ne s'agit pas de ramener la femme généralement avec ses enfants et de lui offrir le gîte et le couvert, même pas le couvert, des fois que le gîte. Ou alors, comme ça, dans certains centres, on va lui dire oui, toi tu peux rester là, mais tes enfants vont aller dans un autre pavillon parce que, enfin, des absurdités de ce genre, ça existe. Donc la femme forcément refuse. Donc voilà, tout ça, il s'agirait d'aller au plus profond de ces propositions et de voir qu'est-ce qui marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Alors les violences à l'égard des femmes. Il faut se dire aussi que souvent, elles proviennent de femmes elles-mêmes, c'est-à-dire les femmes qui agressent d'autres femmes. Donc, faire un travail de sensibilisation, un travail psychologique sur certaines femmes qui agressent leurs filles, leurs belles-filles, leurs sœurs, leurs mères, etc. Donc c'est pas uniquement une guerre des sexes, hein. C'est aussi dans la société, on considère et c'est ces idées-là qu'il faut combattre, qu'une femme
n'a pas une belle-fille notamment, n'a pas donné son point de vue, elle doit exécuter, c'est toutes ces idées-là qu'il faut combattre et on les combat par le système éducatif, on le combat par des campagnes de sensibilisation, par des documentaires dans les médias lourds, on les combat pas en mettant des femmes qui pleurnichent et qui embrassent les pieds de leur mari et qu'on montre ça à une heure de grande écoute. Donc il faut quand même qu'on s'attaque à ces morceaux-là aussi et qu'on revienne sur un certain nombre de prérequis comme ça et d'idées qu'on nous impose comme ça, comme quoi dans notre société c'est comme ça. Non, moi je refuse, dans notre société c'est pas comme ça. Il y a beaucoup d'exemples de nos grands-mères qui agissaient autrement. Il faudrait aussi penser dans notre société à des espaces de rencontres non formelles, c'est-à-dire dans les maisons de jeunes. Moi je comprends pas, ces maisons de jeunes sont constamment fermées. Dans les maisons de jeunes par exemple, où les femmes se rencontrent, les femmes d'un même quartier se rencontrent, discutent, échangent, peuvent faire appel à un psychologue, à un médecin, voilà, donc elles se rencontrent, elles échangent leur expérience, etc. Au lieu de rester toute l'après-midi face à sa télévision, elle peut se dire, tiens, je vais à la maison de jeunes, il y aura des femmes, on discutera, on échangera, je montrerai ce que je fais, elles me montrent ce qu'elles font, etc. C'est important, c'est important. Il y a eu également, alors là, dans le domaine de la santé, à un certain moment, je ne me rappelle plus de la date, mais il y a eu la création des CISM. Les CISM, c'est les centres intermédiaires de santé mentale, c'est-à-dire qu'à un moment, le ministère de la Santé a pensé que, et c'est une bonne chose, pour des petites difficultés du quotidien, disons, il mettrait en place des CISM à l'intérieur des polycliniques, des centres intermédiaires de santé mentale, où l'individu, femme ou homme, n'irait pas directement dans un hôpital psychiatrique ou chez un psychiatre. Il y a des équipes formées, qui ont été formées au sein de ces CISM pour recevoir des adolescents en difficulté, des adolescents passant le bac et très angoissés, des femmes violentées, des jeunes filles qui vivraient mal leur crise d'adolescence, etc. Eh bien, elles ont fonctionné 4-5 ans et puis ensuite on n'en parle plus. Puis ensuite on n'en parle plus. On n'en parle plus, on les a laissés mourir de leur belle mort. Il y en a peut-être un ou deux au niveau d'Oran qui fonctionnent encore, mais voilà, il n'y a pas d'essor, on n'encourage pas, les personnes partent à la retraite, on ne les remplace pas, etc. Donc, alors que c'est des structures qui existent et qui ont fait du travail, qui ont fait de l'excellent travail pour certaines structures. Et donc, il s'agit d'encourager, de revoir le fonctionnement et de laisser qu'il continue à fonctionner. Donc c'est dommage, c'est une perte sèche, et c'est dommage. Il y a aussi le dernier aspect qui est, comme je vous l'ai dit, développer la recherche. Pourquoi développer la recherche? Parce que les enquêtes et les études permettent de mieux connaître la situation des femmes. J'avais participé à une enquête sur la situation des femmes à Charouine. Combien d'entre vous savent où se situe Charouine? Charouine, c'est une commune d'Adrar, où les femmes travaillent, mais elles ont un travail extrêmement difficile, qui est d'aller dehors, en pleine nature, de faire du gravat, des petits cailloux. Alors elles cassent des grands cailloux à coups de marteau pour faire des petits cailloux en plein soleil, etc. C'est un travail salarié, etc. Et bon, on avait été enquêté sur ces femmes-là. Voilà. Donc les études et les recherches, d'abord, elles vont sortir du cadre uniquement des grandes villes et voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Elles vont permettre le recueil de données sérieuses. Elles vont également déterminer, délimiter les conséquences de ces violences, bien sûr les déterminants de ces violences, mais aussi leurs conséquences, surtout les études qualitatives, nous en avons fait beaucoup, qui vont nous aller au profond, comment une femme, par exemple, continue à rester avec quelqu'un qui l'agresse régulièrement, etc. Pourquoi? C'est pas uniquement une question d'ordre économique, c'est très complexe. Donc il faudrait détricoter tout ça et voir qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir proposer des prises en charge et des politiques publiques adéquates. Quelles sont effectivement aussi, il faudrait s'intéresser aux attentes de ces femmes. Qu'est-ce qu'elles attendent de nous, en tant que chercheurs, en tant que société, en tant que... Vous savez, moi j'ai été très très souvent
plus jeune, quand j'étais dans le mouvement associatif, confrontée à des réflexions du genre, oui, mais toi, tu n'es pas comme nous. Oui, mais toi, tu conduis une voiture, tu sors le soir, ton mari te dit rien, c'est pas nous. Bien sûr, c'est pas vous. Bien sûr, bien sûr. Et ça, il faut en tenir compte. Ça, il faut en tenir compte. C'est pour ça qu'il faut exactement savoir quelles sont leurs aspirations. De plus en plus, on rencontre des jeunes filles qui disent, moi, j'ai pas envie de travailler. Si j'ai un mari qui subvient à mes besoins et à ceux de mes enfants, moi, j'ai pas besoin de travailler. Donc, désamorcer ça et lui montrer que le travail, c'est pas une question uniquement d'avoir un salaire, c'est aussi une question d'épanouissement, de réalisation de soi, c'est pas uniquement l'obtention d'un salaire. Et bien sûr, ces résultats de recherche permettraient d'élaborer des programmes d'information, de sensibilisation, d'intervention aussi auprès des populations vulnérables. Il y a aussi la coopération et la collaboration à l'échelle internationale. Il ne faut pas s'isoler, on n'est pas isolé. À des degrés divers, on vit pratiquement les mêmes choses dans différentes sociétés. Et donc, l'échange est extrêmement important. Bien sûr, partir de localités environnantes, le Maghreb par exemple, l'Afrique. On a aussi une dimension africaine et puis l'universel. C'est extrêmement intéressant et ne pas s'isoler en se disant non, pas de regard extérieur, les autres c'est pas comme nous. Non, non, c'est une attitude. D'abord, c'est pas une attitude de chercheur et de personne objective et il faut absolument rompre avec tout ce qui nous isole et rompre également avec les généralités. Parce que les généralités, bon, au début, oui, on s'y met tout, enfin, on est tous assez généralistes dans la position des problèmes, mais c'est un moment. Ensuite, il faut aller au fin fond de l'analyse, il faut décortiquer tout ça, les données que nous avons, il faut décliner par sexe, par âge, par situation géographique, etc., socio-économique. C'est extrêmement un travail vraiment à faire. On ne peut pas faire l'économie de ce travail-là pour pouvoir justement imposer. Il faut imposer nos réflexions, nos recommandations et nos grilles d'observation et d'analyse à ceux qui décident, aux décideurs et aux bailleurs de fonds. Parce qu'il y a des programmes qui sont faits pour pouvoir former des jeunes ou des femmes, pour pouvoir prendre en charge des femmes, etc. Et tout ça, ça ne peut pas se faire sur uniquement la bonne volonté. Elle est nécessaire, certes, mais elle n'est pas suffisante. C'est très difficile d'avoir un regard comme ça synthétique sur le statut des femmes en Algérie, ou enfin pour l'instant en Algérie, c'est très difficile de tout aborder, mais il faut à mon avis profiter de ce qui existe, l'améliorer. Ce qui existe, par exemple sur le plan des mécanismes mis en place, sur le plan des textes votés, élaborés, etc. Pour profiter de ce qui existe, ne pas le tenir comme acquis. N'importe qui peut demain le mettre, changer la donne. Et penser à améliorer. Penser à améliorer en faisant des plaidoyers régulièrement, en interpellant les pouvoirs publics, interpeller les pouvoirs publics sur la question du fond de l'action sociale concernant les femmes divorcées et l'allocation pour leurs enfants. Voilà, ne pas oublier avec ceux qui ont mis en place ces mécanismes-là, ils ont tendance à les oublier. Ben nous, on fait la même chose, on oublie. Non, il faut un suivi régulier. Ça, c'est le travail non seulement du mouvement associatif, mais c'est aussi le travail des chercheurs pour interpeller les pouvoirs publics et leur dire attention, là, il y a danger. Là, vous avez laissé tomber ce problème-là et ce phénomène-là, alors que vous aviez commencé à le prendre en charge, etc. Donc, voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue, que j'ai essayé de parler non seulement de ce qui a été réalisé, des freins, bien sûr, sans tomber dans... On sait où se situent les freins. Il y a une espèce d'image de la femme qu'il faut changer, qu'il faut... il y a une espèce d'image de la femme, des stéréotypes, comme il y a des stéréotypes des jeunes, comme il y a des stéréotypes... Voilà, donc il faut déconstruire un certain nombre d'idées préconçues comme ça. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas
c'est un travail de longue haleine et j'espère que il y a le juridique aussi qui est important, mais sur lequel on doit revenir souvent. Il y a également cet aspect de la religion utilisée à des fins, une lecture soit du texte coranique, qui est faite de manière qui ne va pas dans le sens de l'épanouissement de la personne, etc. Le travail du mouvement associatif qui devrait être un travail régulier, responsable, etc. Et à qui on devrait laisser la possibilité de travailler sur le terrain, parce qu'une politique publique, si elle n'est pas portée par un port de la société civile, elle n'aboutira pas, etc. Donc c'est à tout ça que j'aimerais vous inviter pour un débat que j'espère constructif. Je vous remercie.